Théorème Zéro, c'est la première claque que je me suis pris au cinéma vraiment. Ah ouais. Parce que tous les films que j'avais vus avant, je me suis pris des claques cinématographiques avant, mais c'était toujours chez moi devant la télé. Je crois que Théorème Zéro, c'est le premier film que j'ai vu en salle et que j'ai adoré, surkiffé. Maintenant, on va voir s'il résiste à l'épreuve du temps. À le remater, ouais, est-ce qu'il résiste à l'épreuve du temps? C'est ce qu'on va découvrir. 100K. Oh, oh, T'es mort? ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour à tous et bienvenue dans Projection perdue pour parler de Terry Gilliam, donc un réalisateur, dessinateur, acteur et scénariste américano-britannique. Donc on va parler surtout de sa période, enfin de ses films de science-fiction, mais on va se permettre des digressions parce que Terry Gilliam, il est connu pour beaucoup de choses, notamment avoir été membre des Monty Python, puis ensuite avoir eu sa carrière solitaire en tant que réalisateur. Il a fait Brasil, sur lequel on va revenir, Zéro Théorème, un peu moins connu, mais qui vient compléter ce qu'on a appelé, entre guillemets, sa trilogie de la science-fiction avec l'Armée des 12 singes. Mais il a fait aussi beaucoup d'autres films, et toujours avec un lien très fort avec l'imaginaire, notamment Jabberwocky, qui est une référence à Alice au Pays des Merveilles, ou plus récemment, L'homme qui tua Don Quichotte, qu'il a enfin fait après 25 ans de tentatives, de problèmes avec des producteurs, d'acteurs qui meurent, de pellicules qui brûlent, et ça, c'est un autre sujet. Pour en parler, je suis en compagnie de Damien. Salut Damien, ça va? Salut Louis, salut à tous les perdus et les retrouvés. Ça va? Je vais répondre là, mais... Oui, et ça toi? va. Bah, merci de me demander, hein. Je te propose qu'avant de parler des films plus précisément, tu reviennes sur toi, ton rapport avec ce réalisateur, Terry Gilliam. Il y en a qui sont... En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il a une fanbase très solide, d'autres personnes qui le détestent ou qui l'aiment pas forcément, et d'autres personnes qui vont adorer son travail. Toi, tu fais partie d'une de ces catégories-là. Bah, je sais pas en fait, parce qu'il y a des films de lui que j'aime vraiment, dans lesquels j'aime me replonger, mais je suis pas un fan en soi de Terry Gilliam. Il y a des films que j'aime énormément, mais comme beaucoup dans sa partie Monty Python, dont Sacré Graal. Et t'as Zéro Théorème qu'on va évoquer, qui a été un gros coup de cœur. Brasil, je l'apprécie. On va aussi l'évoquer comme l'Armée des 12 singes. Après, t'as des films un peu particuliers, genre Thaïlande. Je sais que je l'ai maté, j'ai suis totalement hermétique. Les Aventures du Baron Munchausen, j'avais bien aimé, mais je crois que j'étais en compagnie d'une personne et on s'était plus amusé devant le film que par les différents éléments drôles du film. En fait, c'est un peu dans sa façon de filmer, c'est-à-dire qu'il fait des trucs qui sont parfois vraiment pour le fun et ça fonctionne. D'autres où en fait il laisse sa folie imbiber ses pellicules et on ne suit pas toujours là où il va. Mais dans cette triptyque du coup orwellienne qui est un peu sa partie SF, pour le coup, je le suis avec énormément d'intérêt. Et toi, Terry, tu en penses quoi? Bah, en fait, en revoyant là certains de ces films et en voyant... Alors, je t'arrête tout de suite, Louis, j'ai demandé à Terry, j'ai pas demandé à toi, donc vas-y tu Louis, dis-moi demandes ce que à tu penses Terry de Gilliam Terry. qu'est-ce qu'il se pense de Louis Artige. Je pense beaucoup de bien. Il m'a raconté l'autre fois au téléphone. Voilà, je t'avoue, je vais pas te mentir. Il veut que je joue dans son prochain film, voilà, qui va sortir en 2026. L'homme qui ressuscita Don Quichotte. Voilà, et je serai avec Adam Driver, donc. Moi, Terry Gilliam, en fait, en voyant ses films et en découvrant, j'avais jamais vu justement L'homme qui tombe à Don Quichotte. Je vois à peu près ce qu'il essaye de faire à travers sa filmographie. Et je trouve que en même temps, c'est un cinéaste qui arrive toujours à perturber et à pas aller là où on l'attend, tout en gardant son style. En fait, je trouve que dans Don Quichotte, il y a quelque chose encore des Monty Python, il y a quelque chose encore de Brésil. Terry Gilliam, il est hyper fan, j'ai vu de ce qu'on appelle le réalisme magique, qui est pas du tout, qui a des liens avec le réalisme poétique, mais c'est pas la même chose. Où en gros, c'est l'incursion du magique, du fantastique dans quelque chose de très réel, et ça va avec ce côté un petit peu fantastique qu'il a, et même dans dans ce film de science-fiction, puisque on va parler de ça, qui sont en réalité des films très fantastiques en tant que tels, parce que par exemple dans Brasil et dans Zéro Théorème, qui sont plus liés, je trouve, que l'Armée des 12 singes, euh, l'action n'est pas vraiment située, on n'est jamais dans où est-ce qu'on est, quand est-ce qu'on est, parce que c'est toujours Brasil, ça s'ouvre en
à quelque part pendant le XXe siècle, c'est jamais situé quand. Et en fait, ça participe à ce côté conte, entre guillemets, je trouve, même dans sa SF. C'est drôle que tu en parles de ça parce qu'il y a un terme que j'ai utilisé qui vient d'il y a très longtemps, qui est considéré un peu comme la base de la science-fiction, qui est le merveilleux scientifique, qui était un truc qui était extrêmement à la mode en France au début du XXe siècle et qui s'est vite perdu avec les guerres, avant que les Américains tombent dessus et se lancent à fond dans la SF. Bon, t'en avais quand même avant, tu avais du H.G. Wells et tout. Et le merveilleux scientifique, c'est littéralement l'idée d'un mélange entre le conte de fées et le rationnel avec des thèmes scientifiques comme les inventions, les découvertes ou les savants fous. Et l'un des meilleurs représentants, c'était Jules Verne et Robida. Et c'est intéressant parce que Robida, il a fait beaucoup d'anticipation. Et quand tu regardes les travaux un peu de Terry Gilliam, bon, t'as pas toujours de l'anticipation, mais on va voir à travers ces différents films que t'as un truc qui revient. Alors, moi, je te propose d'arrêter de tourner autour des films et d'attaquer peut-être en parlant du premier, mais bien sûr en les mélangeant, peut-être de Brésil, qui date de 1985. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Brésil? Je l'avais déjà vu, le film j'avais bien aimé sans me marquer, et en le revoyant, je me rends compte à quel point en fait il est hyper pertinent. Je vais aller un peu à l'inverse de ce que je disais, bien que c'est un conte, des fois tu peux noter aussi la pertinence de la SF passée, de voir à quel point il a pu prédire, ou en tout cas faire la satire de notre monde d'aujourd'hui. Et en fait, en voyant beaucoup de choses, je trouve que ça touche vraiment quelque chose, notamment l'alliance capitaliste fasciste, ou je dirais bureaucratique fasciste, qu'on peut voir et qui se passe en ce moment sous nos yeux. Et c'est en ça que je trouve très pertinent. Et ce côté dystopie qui marche vraiment très très bien. Ouais, dans son film, en fait, ça se voit dès le début, il met au point un enfer bureaucratique monstrueux qui va être un peu le sens de l'intrigue, alors que tout part de, entre guillemets, un effet papillon, c'est-à-dire que tu as une machine automatique qui tape les reçus pour l'arrestation de quelqu'un, tu as une mouche qui passe, tu as un scientifique, enfin, un bureaucrate qui écrase une mouche qui tombe dans la machine, qui va mal taper une lettre, et qui va permettre à Robert De Niro de continuer à faire ses méfaits sans être arrêté par la justice. Et c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui le comparent à 1984. Moi, je trouve qu'il a plus un petit effet de meilleur des mondes, mais je ne veux pas développer le pourquoi. Mais c'est intéressant parce qu'au final, on parle de cet enfer bureaucratique et ce qui fonctionne vraiment dans le film et ce que tout le monde en retient, qui a beaucoup été réutilisé, c'est la Mhm. musique qui s'appelle du coup Central Service ou The Office de Michael Kamen, qui incarne vraiment toute cette scène où tu vois beaucoup de personnes en mouvement dans des bureaux qui gesticulent dans tous les sens. Et un peu comme le héros principal qui est joué par Jonathan Pryce, c'est un personnage en fait qui est un peu là comme un planqué qui veut pas trop se mettre en danger au cours de sa vie et qui applique finalement les choses parce qu'elles sont dites et que lui il a la chance de faire partie de la bourgeoisie. S'il veut, en un claquement de doigts, il peut avoir une promotion. C'est pas quelque chose en soi, il n'a pas une barrière sociale dans cette histoire, alors que tous les personnages qu'il va rencontrer au moment où il va commencer, pas sa descente en enfer, mais quand il va commencer à se mettre en quête de son rêve, il va rencontrer que des classes qui sont en dessous et qui, elles, subissent vraiment cette autorité bureaucratique. Il y a un truc qu'on remarque assez vite, c'est le délire des Oui, tuyaux. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais tu as la pub des tuyaux qui est introduite dès le début, alors que le gouvernement passe à la télé et t'explique qu'il faut faire payer les criminels leur peine de prison plus cher et tout. Ce qui est très drôle parce qu'en France, on fait payer, quand tu es en prison française, tu dois payer, quand tu es prisonnier, tout ce qui est ta nourriture, douche, etc., etc. Et cetera. Et en fait, dans toutes les maisons, tu retrouves des tuyaux. Et je pense que les tuyaux, c'est un truc qui manifeste vraiment l'emprise du gouvernement, en tout cas dans son film, qui va jusque dans le privé qui permet d'alimenter, d'après ce que j'ai compris, le courant, le chauffage, et que si tu veux le faire réparer, tu dois forcément passer par le cadre officiel. C'est-à-dire que si tu as un problème chez toi, tu es obligé de devenir demander au gouvernement d'intervenir. Et pour moi, ça met vraiment en avant ce contrôle qu'a le gouvernement sur les différents foyers. ouais, ça me fait penser à plusieurs choses. Je reviens sur la comparaison qu'on fait à Orwell, qui est jamais très pertinente, où il faut toujours se méfier parce que dès qu'il y a une dystopie, c'est ouais, c'est 1984. Dès que quelqu'un utilise un mot qui n'existe pas, oui, c'est 1984. Il faut arrêter avec de comparer tout à 1984. Euh, Après, il y a le fait que c'est un personnage un peu solitaire.
Le coup des tuyaux, ça m'a fait rire parce que je pensais. En fait, c'est qu'on sait pas exactement. Ils servent un peu à tout, ils servent un peu à rien. Et on voit qu'il y a beaucoup d'équipements dans les maisons. Et effectivement, comme tu dis, c'est contrôlé par l'État. Et ça me fait penser à un penseur qui s'appelle Kluskar, qui parle de la société d'équipement. Et en gros, qui disait, on n'est pas dans une société de consommation. C'est faux de dire ça, on est dans une société d'équipement. C'est-à-dire on va avoir un lave-linge, on a eu l'arrivée du lave-vaisselle. Et je trouve que ce tuyau-là représente exactement ça. En fait, c'est un tuyau qui est marketé partout comme une nécessité absolue qu'il faut avoir, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais, et c'est intéressant parce que quand tu compares les maisons des foyers les plus pauvres, t'as les tuyaux qui passent partout. Quand tu vois les maisons des riches, t'as pas de tuyaux. Et un autre endroit où tu n'as pas de tuyaux, enfin, t'as pas la même utilité des tuyaux, c'est dans les bureaux justement où le travail, où les tuyaux ne servent qu'à faire circuler les messages bah, de, de l'entreprise. Et vraiment, au départ, quand j'ai vu le délire des tuyaux, je me suis dit, bah, il nous fait. C'est un délire comme un autre et tout. Et plus tu t'attardes dessus, plus tu te rends compte qu'ils sont à certains endroits. Et c'est pas un hasard au final si tu as Turtle, du coup, joué par De Niro, qui est le seul qui intervient dessus avec ses sorties en tyrolienne toujours impressionnantes. Il y a un élément qui est central dans Brasil. Alors, moi, j'ai découvert, je ne savais pas, c'est que Brasil vient du titre d'une musique qui s'appelle Aquarela do Brasil, Qui est dans le donc film d'ailleurs. l'aquarelle du Brésil. Oui, qui apparaît sous plusieurs versions et qui raconte enfin, la musique qui a été composée pendant que Harry Borosso, du coup, l'auteur était enfermé chez lui, il pleuvait dehors, il a écrit cette musique, donc tu as un peu l'idée de quelqu'un qui est enfermé chez lui et qui est retenu par les éléments, ce qui n'est pas directement notre personnage, mais pour venir à notre personnage principal, je te propose d'aborder son rêve, parce que c'est un truc qui revient énormément et qui va être au cœur de Ouais, l'intrigue. bah, qui est lié d'ailleurs dès que le rêve apparaît, on entend la musique. En fait, ce rêve-là, il va un peu l'accompagner, donc il va rêver d'une femme qu'il va vraiment rencontrer et qui va un peu le faire sortir de la matrice. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler, mais je trouve que le film, c'est le même scénario que Matrix d'une certaine manière, de ce truc de très institutionnel, le gars qui est lambda, etc., qui va sortir, qui va un jour rencontrer quelque chose et ça va le faire se rendre compte à quel point tout est aliénant dans son monde en fait. Et donc, mais il y a ce rêve-là qui va le faire s'échapper et donc il va suivre une résistante au gouvernement. Qui est joué par Catherine Helmond, donc tu peux l'appeler Catherine si tu as envie. Catherine, ouais, je vais l'appeler Catherine parce que je me souviens plus de son nom dans le film. Bah, en fait, les acteurs sont quand même assez cool, donc je préfère nommer les acteurs que les noms des personnages. Et donc il va suivre Catherine et devenir un résistant entre guillemets malgré lui, etc. Et en fait, à la fin, on se rend compte que tout finit bien, mais il était dans une machine qui le faisait rêver. Et en fait, cette histoire, et ça retourne le propos de la musique qu'on entend et de ces rêves qui sont en fait qui font partie entre guillemets de la société, qui te laissent un échappatoire de rêve pour t'aliéner encore plus. Et c'est pour ça que ça me fait penser aussi à Matrix, notamment quand il va voir l'architecte, où l'architecte lui explique que il faut forcément qu'il y ait une anomalie dans le système pour qu'il continue de fonctionner, et qu'en fait l'anomalie elle-même fait partie du système. C'est qu'en fait Terry Gilliam, il a un regard très très pessimiste sur les choses, qu'en fait ce qu'on nous donne comme rêve est aussi en fait fait partie aussi de l'aliénation. En fait, ça me fait penser aussi à une stratégie de Sun Tzu. Voilà, il disait dans la guerre, il faut toujours laisser un échappatoire à l'adversaire. En fait, s'il a plus d'échappatoire, bah, il va se battre jusqu'au bout, en fait, parce que tout est perdu pour lui. Donc, il va forcément essayer de se battre. Alors que si tu lui laisses un échappatoire pour prendre une cité, bah, les troupes vont s'échapper et donc tu pourras prendre la cité. Et je trouve il y a ce côté-là dans, en fait, on va créer l'anti-système fait partie du système. J'irai pas avec toi sur tous les points, mais c'est pour ça que je trouve qu'il est un peu plus proche d'un meilleur des mondes qu'un 1984, justement parce que tu as une certaine liberté et que selon moi, la liberté qu'ils ont participe à les aliéner. Alors, je vais revenir sur le rêve parce qu'il y a un truc qui est très intéressant quand il rêve, c'est que bah il faut pouvoir voir le film pour comprendre à quoi ressemble un peu la société, parce que c'est pas vraiment une société futuriste comme on y pense, c'est pas non plus du steampunk, il y a un truc un peu uchronique où c'est à la fois le futur et en même temps c'est légèrement le passé. Moi personnellement ça me fait un peu penser à Gotham, mais pas le Gotham d'un film de Noël, le Gotham que tu as dans le dessin animé Batman, un futur un peu gothique, tu vois. Et dans son rêve, du coup, il vole entre des immeubles où il utilise de la maquette. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le film, l'utilisation de la maquette, notamment lors d'une course-poursuite. Et il vole à travers avec cette idée que le rêve est une certaine liberté avec ses ailes.
euh, qui a un petit côté Icare, surtout vu comment il finit, et il rêve une femme dans des rêves fantastico-érotiques au final, une femme qui va finir par croiser totalement par hasard, qui est une femme qui est une ouvrière en fait. Techniquement, c'est une conducteuse de camion pour être très précise, et qui va voir son voisin se faire arrêter à cause d'une erreur, la mouche qui a été écrasée et qui va commencer à aller partout pour essayer de trouver le papier justificatif pour le faire libérer. Et par cette volonté, en fait, d'avoir la justice, elle va devenir l'ennemi de ce gouvernement. Et lui, amoureux d'elle, va commencer à la suivre, va tout faire pour la protéger. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il a fantasme, il est totalement amoureux de ce fantasme. Il va courir après cet amour imaginaire. Et pour moi, en fait, il y a un truc qui revient souvent dans les films de Terry Gilliam, c'est un amour imaginaire et un peu naïf. C'est-à-dire, c'est la conception qu'on a de ce que c'est d'être amoureux et ce qui va pousser notre héros, qui est joué à nouveau par Jonathan Pryce, à aller jusqu'au bout, jusqu'au point de se foutre dans la merde et la foutre aussi dans la merde. Et c'est intéressant parce que quand tu regardes le film, lui, il avait un boulot tranquille, posé. Il va tomber amoureux. Il va décider de quitter son boulot, de prendre une promotion dans laquelle il va pas travailler. Il va juste se servir de la promotion qu'il a eue pour arriver à ses fins. Et en arrivant à ses fins, il va foutre des emmerdes partout. Et quand tu regardes, en fait, notre personnage principal, c'est un peu un anti-héros qui va juste foutre la merde à cause d'un amour qu'il imagine, au point que avant la scène de fin, il va enfin pouvoir il va pouvoir être avec cette femme, et t'as le moment où il va coucher avec elle, et avant de coucher avec elle, il est parti pour régler un problème, et quand il revient, il ne voit pas la camionneuse telle qu'elle est, il voit la femme qu'il a dans ses rêves. Et c'est tout un truc particulier de sa conception de la réalité à notre héros, un peu fucked up au niveau de sa tête. Qu'on retrouve aussi dans Zéro Théorème. En gros, dans Zéro Théorème, la relation amoureuse est construite à l'inverse, c'est-à-dire qu'au début, il va la fantasmer et elle, en fait, c'est une escort girl qui est payée pour, entre guillemets, le motiver. Mais lui, il le sait pas. Et une fois que ça est passé, elle va réellement développer des sentiments. Et au moment où le réel apparaît, dans leur relation, eh ben, il refuse de la suivre alors que ça aurait pu être un échappatoire. Et donc, en fait, là où dans Brasil, il la suit et ça le condamne, dans Zéro Théorème, il ne la suit pas et ça le condamne aussi d'une certaine manière. Donc, dans tous les cas, il choisit toujours le mauvais choix. C'est pas exactement la même chose entre Zéro Théorème et Brasil, parce que indirectement, dans Zéro Théorème, il ne la suit pas, mais il a d'abord un amour fantasmé. Il a un truc que n'a pas notre premier personnage dans Brasil, et c'est un élément qu'il dit un peu vers la fin, c'est qu'il a déjà une relation qui a mal fini. Donc c'est quelqu'un qui connaît déjà l'amour et un peu sa réalité. C'est pour ça que la première fois qu'il la rencontre, il y a un peu une barrière parce qu'il s'est un peu renfermé sur lui depuis le début. Alors que dans Brasil, ça nous est vraiment présenté un peu comme la première relation. Par contre, il y a un autre homme dans cette même situation qui va faire un peu l'erreur de suivre la personne qu'il aime. C'est le film juste avant Zéro Théorème. Du coup, Brasil, il date de 1985. 10 ans plus tard, t'as Terry Gilliam qui te fait L'Armée des 12 singes, qui est une adaptation, réécriture de La Jetée de Chris Marker, qui est un court-métrage absolument incroyable, et dans lequel tu retrouves aussi beaucoup d'éléments de Brasil. Tu retrouves la femme du rêve, parce que quand il est enfant, il a un traumatisme, et il voit une femme dans ses rêves qui revient constamment. Tu retrouves aussi une partie que tu auras plus tard, pas les docteurs, mais un conseil scientifique. Tu as plein d'éléments de Brasil qui revient à l'intérieur du film, et on retrouve ce que tu disais un peu avant, c'est-à-dire l'idée de la fatalité par différents mécanismes. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans l'Armée des 12 singes, parce que je l'ai rematé avant de remater Zéro Théorème, c'est qu'il y a un moment, je sais pas si tu te souviens, mais ils sont dans un cinéma, ils sont en train de mater un film, et t'as un moment dans le film où t'as une des femmes qui explique que ah, c'est étrange, ils ont l'impression d'être ici, il a l'impression de connaître le film, mais c'est pas la même chose. Et il sort cette phrase, en fait, que je trouve est une phrase un peu de cinéphile, où il dit nous sommes comme le film, c'est-à-dire qu'il est pareil, mais il nous semble différent, car nous sommes différents. Dans l'idée que pour Zéro Théorème, tu sais, on l'a vu très jeune, et là on l'a rematé en étant un peu plus adulte. Et Donc du coup, le peut-être qu'on film a est vu différent, autre ouais. chose, les choses autrement. Et je te pose la question du coup, puisque tu fais une super transition comme ça. Toi, t'as repensé quoi de Zéro Théorème en le rematant? En rematant Zéro Théorème, j'avoue que j'ai été reconquis. Alors, quand je l'avais vu, je l'avais adoré, et j'avais mis au point une théorie sur le moment, qui est qu'on commence avec Christopher
Christopher Waltz. Attends, je vais galérer, je vais l'appeler Christopher. Tu sais quoi? Je vais faire comme les gens qui ont travaillé avec Christopher Nolan. Je vais l'appeler Christopher Chris. Alors Chris, Chris, en fait, il joue quelqu'un de renfermé sur lui-même qui veut travailler chez lui parce qu'il attend un appel et au final, il va être enfermé chez lui et on va lui donner le théorème 0 à faire. Le théorème 0, on n'en comprend sa signification qu'à la fin, mais en fait, c'est une équation scientifique qui doit prouver que rien n'a d'importance. Et c'est quelque chose qui est mis en avant et expliqué vraiment tout à la fin par Matt Damon qui joue le grand patron et qui apparaît à plusieurs reprises dans des costumes caméléons que j'adore. Il y a s'appelle très le peu manager d'apparitions. d'ailleurs. Il n'a pas de prénom, je Exactement. crois. Il s'appelle juste le manager. Non, non, il a aucun prénom, tu as raison. Et oui, en fait, Christopher Watts, après avoir vécu, le film il fait quasiment 2 heures à essayer de prouver que rien n'avait de sens. Il lui dit au manager que c'est stupide, une entreprise n'a pas besoin de quelque chose qui n'a pas de sens. Et le manager lui répond, non mais en fait, on veut pas que tu prouves que ça n'a pas de chance. On est une entreprise, c'est-à-dire si tu prouves que la vie n'a pas de sens, nous on propose quelque chose qui peut en donner un sens. Et le truc qui est particulier avec Chris, c'est que au début du film, quand il va recevoir le théorème 0, il va avoir du mal à avancer, mais il va quand même avancer. Et le moment où il va commencer à bloquer, c'est lorsque Mélanie Thierry va commencer à débarquer dans sa vie, il va commencer à passer moins de temps sur le théorème, avoir plus de mal à le faire avancer. Et en fait, selon moi, c'est le moment où il découvre un peu l'amour. Avant de découvrir l'amour, il va un peu découvrir l'amitié avec son collègue de bureau qui est joué par un acteur que tout le monde reconnaît parce qu'il joue Lupin. Ensuite, tu vas avoir du coup Mélanie Thierry qui va arriver, qui va jouer l'amour, il va avoir du mal. Et en tout dernier, tu as le fils du manager qui va un peu lui servir de figure filiale et qui va être un peu l'amour d'un parent. Et en fait, plus il va découvrir l'amour, plus il va pas réussir à faire le théorème 0. Donc pour moi, ce que le film dit, c'est que l'amour, c'est ce qui donne du sens à la vie. Ça, c'était ma théorie lorsque j'étais sorti du cinéma en 2013. Est-ce que t'es moins naïf maintenant? Moi, j'aimerais bien faire un parallèle du coup avec Brésil. Moi, j'ai l'impression, enfin, et c'est pas une impression parce en écoutant Terry Gilliam, c'est ça qu'il a voulu faire aussi, et peut-être presque trop. C'est ça que je pourrais reprocher à 0TM, c'est d'aller à l'inverse de Brésil. Donc Brésil, tout est aseptisé, gris, c'est des gros buildings, on voit pas le ciel. Là, c'est tout le monde est coloré. On est dans un monde où ça a l'air d'être un espèce de bordel absolu, une fête absolue. Une fête d'ailleurs que souvent, chez Terry Gilliam, il y a toujours des fêtes sont malaisantes pour les personnages qui sont souvent introvertis. C'est le cas dans Don Quichotte, c'est le cas dans Brasil. C'est aussi un peu le cas dans l'Armée des 12 singes où Bruce Willis se trouve au milieu de la fête de Brad Pitt et il s'y sent pas très bien. Terry Gilliam n'aime pas les soirées, peut-être, je sais pas. Et je trouve que le film est vraiment construit en opposition à Brasil sur beaucoup de points. Oui, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure quand on expliquait que le personnage de Brésil il était un peu naïf, tout ça amour, parce que Chris Waltz, il y a un truc qui est intéressant. Bon, du coup, je dis Chris Waltz, je dis même pas Christopher Waltz. L'anarchie. Il y a un truc qui est intéressant et que j'aime beaucoup, c'est que parce que du coup, ce que j'ai gagné en relecture en matant le film aujourd'hui, c'est tout un lien avec le sacré qui est assez intéressant, qui est, il vit dans une église, mais c'est une église qui ressemble à une maison bordélique, ce qui montre qu'il y a une absence de sacré, et pourtant, lui, ce qu'il attend, c'est un appel qui est censé lui donner un sens à la vie, et Matt Damon, du coup, quand il explique pourquoi il l'a choisi lui, il le dit parce que c'est le seul qui avait quelque chose que les autres n'avaient pas, c'est qu'il avait la foi. Il était persuadé que la vie avait un sens. Et t'as d'autres trucs que j'aime bien parce que tu parlais un peu de l'univers de Terry Gilliam. Alors, d'après ce que j'ai compris, alors du coup, attention aux sources parce qu'elles sont pas très claires. En fait, le scénario, c'est un prof d'université qui l'a écrit en s'inspirant de Brésil et au final, c'est un peu tombé dans les mains de Terry Gilliam. Donc, c'est soit une sorte de préquel de l'univers de Brésil, soit une sorte de suite à l'univers de Brésil. Par contre, j'aime beaucoup parce que quand tu regardes ce film, il date de 2013 et son futur, il est un peu chelou. C'est-à-dire que t'as les pubs qui te suivent qui sont insupportables. Donc ça, c'est vraiment le pire futur. Ouais. T'as partout des Renault Twizy. Alors, je sais pas si nos auditeurs se souviennent des Renault Twizy, qui sont des petites voitures électriques individuelles et qui sont vendues dans le futur, dans le film. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est que l'entreprise pour laquelle Chris bosse, c'est une entreprise du coup qui a une sorte de data center et son travail c'est de faire du data analysis.
enfin, à analyser les données et que c'est quelque chose qui, à l'époque de 2013, commençait justement à émerger. Et j'aime beaucoup parce que, je sais pas si tu te souviens, mais à la toute fin, ils rentrent dans ce data center et ce qu'ils y trouvent, c'est juste un vide. Donc, tu as un peu Mhm. l'idée qui est mise en avant, qui récolte plein de données, mais qu'au final, ça leur sert pas à grand-chose. Et tu as aussi la question du télétravail, vu que lui veut travailler chez lui et que eux refusent. Ouais, et en fait, c'est que tu vois Brésil, tu le trouves pertinent sur l'aspect sociétal et tu regardes Zero Theorem et tu vois que bah, ça a avancé, donc on a plus de technologie, etc. et que le futur, et je le trouve aussi pertinent sur plein d'aspects. Et notamment, tu parles des Renault, et ça, c'est. Est-ce que tu as remarqué un des seuls trucs qui est commun dans la dystopie de Zero Theorem et de Brésil? Je sais pas, mais tu vas me le dire. C'est que les voitures sont quasiment toutes individuelles. Oui, oui, j'y ai pensé justement. Quand j'ai vu que c'était une Renault Twizy, je me disais, ah, mais c'est drôle, son futur est solitaire. Et en fait, c'est ça. Alors que les deux dystopies ont rien à voir. Il y en a une qui est très fascisante, l'autre presque anarcho-libérale, on va dire, quelque chose comme ça, tu vois, ou société du spectacle est exacerbée. Et pourtant, ces deux personnages qui sont solitaires, qui vivent seuls, alors pas du tout dans le même endroit. Il y en a un, du coup, tu l'as dit, c'est dans une église, mais on est dans un monde où les gens se parlent plus vraiment. D'ailleurs, bah, dans une soirée justement où Christopher Waltz va. Ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Tu me dis non, mais c'est n'importe quoi. C'est tout le monde a ses propres écouteurs et ses propres casques. Ah oui, ils écoutent Et leur propre ça, musique, oui, c'est vrai. j'ai déjà été à des soirées comme ça. Le gars, il a prédit ça. C'est incroyable. Ouais, mais son futur, il est assez drôle. Par contre, en voiture solitaire, dans Brésil, t'as une seule voiture qui n'est pas solitaire. Mais c'est pas exactement une voiture. Est-ce que tu vois ce que c'est? C'est le camion. C'est le camion. Ce qui veut dire que le seul endroit où tu n'es pas solitaire, bah, alors c'est le camion, mais c'est pas seulement le camion, c'est qu'il appartient à justement bah, une ouvrière. Donc c'est un endroit socialement déclassé par rapport au. Par contre, il y a un autre truc qui est drôle, c'est que dans Brésil, le centre de l'amour est joué par le personnage féminin, c'est la voisine. Et quand Mélanie Thierry se présente à Christopher Watts, il lui demande qui c'est, et tu te souviens de ce qu'elle lui répond? Non. Elle lui répond que c'est la voisine. Et t'as une scène dans Zéro Théorème où le gosse du management, tu sais, c'est juste après qu'il vient de dire qu'il allait pas la suivre. Il décide de sortir pour se balader. Et lorsqu'il sort de son église, le premier truc que tu as en maison juste à côté de son église, c'est un sex shop. Et j'étais en mode, oh mais c'est trop drôle au niveau des détails. Tu retrouves d'autres éléments de Brésil, par exemple le directeur qui refuse de perdre, enfin pas le directeur mais le supérieur qui refuse de perdre un employé. Tu retrouves aussi l'idée du rêve qui mène un peu au néant. Et tu as aussi un truc que tu as de manière très anodine dans Brésil et dans Zéro Théorème, mais là c'est moi qui vraiment extrapole, c'est que tu as toujours une livreuse à un moment qui débarque pour faire une livraison, qui est toujours habillée dans une tenue un peu bizarre et qui repart. Ouais, il y a toujours. Bah, en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand tu vois Zero Theorem, tu te dis, ah, ça va être un espèce de Brésil un peu 2 bis. Et puis en fait, c'est presque un huis clos finalement, où tu restes dans l'église, où des personnes viennent le voir. Et donc, c'est aussi en fait, le film est beaucoup plus métaphysique et philosophique Mm. que ça, puisque lui, il est dans cette espèce d'attente de Godot, hein, entre guillemets, ah, j'attends qu'on vienne me téléphoner pour me dire le sens de ma vie, quoi. Ça rejoint presque plus le conte encore, une fois que Brésil. T'as un truc aussi qui est intéressant qui est que. Alors, j'ai regardé, et la première fois où tu vois Chris s'amuser, c'est au bout d'une heure de film, et c'est le moment où il est dans l'univers virtuel. Il a fallu attendre une heure de film, en fait, pour le voir sourire pour la première fois, et je trouvais ça extrêmement intéressant. Et tu as un autre détail, ce qui est que bah, cette fois, tu pas des tuyaux partout, tu as des caméras un peu partout. Et le truc qui est intéressant, c'est que dans Brésil, ben, les tuyaux sont liés au gouvernement et c'est le gouvernement qui est omniprésent, alors que là, ce sont les caméras de l'entreprise qui sont présentes et c'est l'idée que l'entreprise, elle, est omniprésente. Tu as même finalement un certain harcèlement au travail parce que toutes les heures, on l'appelle pour lui rappeler qu'il doit rendre du travail. Et t'as juste un moment au tout début où où on lui explique qu'il va recevoir le travail, et t'as tout le monde qui lui dit tu ne tiendras pas comme les autres. Et au tout début du film, quand il commence à travailler et qu'il commence à ralentir, il cherche un peu à se suicider. Et t'as un peu ce truc latent de se dire qu'une partie des autres se sont potentiellement tués à force d'être harcelés par leur travail. Et en fait, je trouve que Zero Theorem, du coup, parle énormément. Enfin, t'en avais déjà dans Brésil le travail, comment il était, mais là, c'est vraiment un travail vraiment qui pousse au burn-out, en fait, qui dévore les personnes qui travaillent. D'ailleurs, bah, on voit son lieu de travail qui est une espèce d'endroit, un espèce d'open space.
Et j'aime bien parce que leur travail, on comprend pas exactement. Ils déplacent des cubes, ça a l'air d'être un peu genre comme du. Enfin, tu sais, il y a une modélisation, c'est très Ouais, de visuel en fait. visage qui doit Alors que remettre c'est en c'est place. évident que ça marche pas comme ça. Et donc, c'est pour là où moi, ça rejoint la satire de l'open space qui s'est transformé en espèce d'endroit où les gens, c'est comme des machines à sous, quoi. C'est des rats. D'ailleurs, il y a 2 apparitions de rats dans le film. T'as aussi un autre truc en point commun qui est vite fait drôle et qui renforce pour moi l'idée que l'entreprise a pris la place du gouvernement. C'est que dans Brésil, lorsque tu rentres pour la première fois à l'accueil de l'endroit où Jonathan travaille, en fait, quand tu arrives, tu as des nonnes qui sont en train de visiter et tu as un truc qui vend des armes et tout. Et les nonnes et les enfants sont extrêmement cool de tester les armes. Et quand tu arrives dans Zéro Théorème pour la première fois dans l'entreprise, tu as des personnes qui sont en train de visiter et on leur montre les bienfaits de l'entreprise. Et en fait, c'est intéressant parce que Terry Gilliam utilise 2 fois cette idée de tu as un truc d'accueil pour montrer les bienfaits de l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Et il y a une question en fait que je trouve intéressante, c'est la fin de Zéro Théorème parce que je n'arrive pas à savoir si c'est un happy ending ou pas. Mais j'ai des infos par rapport à ce que en dit Terry Gilliam, c'est que de base c'était une plus grosse happy end qu'il a tournée et à la fin il s'est dit non mais ça marche pas, c'est pas réaliste. Donc je sais pas quel type d'happy end ça aurait pu être comme dans Blade Runner où il s'en va Mm. avec sa dulcinée et puis t'as des plans drones. On peut s'attendre à ça. Je pense que ce qui est important et ce que Terry Gilliam dit c'est qu'il choisit à la fin, je pense, de rester dans la Matrix. En fait, enfin j'ai l'impression que c'est ça. Il choisit le Ouais. fantasme. Bah pour moi en fait il reste en la matrice mais c'est pas le même fantasme que Ouais. celui d'un rêve parce que c'est numérique donc c'est pas un truc c'est pas quelque chose de tactile et on voit de toute façon qu'il a un problème avec le tactile même si avec la découverte de l'amour il accepte de plus en plus que les gens le touchent et pour moi en fait le fait qu'il finisse dans la matrice c'est un choix de base parce qu'il veut rejoindre celle à qui il a dit non en espérant que ça fonctionne et en fait, c'est particulier parce que lui, il trouvait que l'horaire dans ce monde virtuel était un peu particulier vu qu'il n'y avait jamais de coucher de soleil et qu'il trouvait ça triste. Et à la fin, tu as 2 choses. C'est un coucher de soleil, tu as le lancement du générique sur la reprise de The Creep et tu as la voix du coup de Mélanie qui l'appelle comme si elle était venue. Et c'est pour ça que je trouve la fin un peu cryptique où on ne sait pas s'il a eu ce qu'il voulait ou pas. Un peu C'est extrêmement cryptique. bizarre. Et Oh oui. Et on retrouve un truc qu'il y a souvent chez Terry Gilliam, c'est qu'il y a des musiques qui reviennent sous différentes formes. Et The Creep, justement, revient, notamment quand il va sur un espèce de site porno du futur. Enfin, c'est un espèce. C'est même pas ça, il va C'est avoir donc Cap, son. il va sur un site de cam girl. Ouais, de Camgirl, mais enfin, de VR Camgirl presque. Et aussi, on n'a pas dit, mais il y a Tilda Swinton dans le film Oh oui, qui elle se est grime, trop bien en qui joue psy. en psy. D'ailleurs, c'est pas un personnage réel, hein, il me semble, c'est vraiment une application. Pour moi, c'est une intelligence artificielle. Ouais, Ouais. une intelligence Vu artificielle. que le gosse a pu la craquer, c'est une Il peut intelligence la artificielle. reprogrammer, etc. Putain, Donc, t'as un rap c'est de excellent. Tilda Swinton, quoi. Ouais, ouais, et j'adore quand elle se grime comme ça, elle est vraiment excellente. Il y a un truc aussi, en repensant à Brésil, que tu ne tiltes qu'à la fin, c'est que la première fois qu'il va chez les ouvriers, t'as des immenses cheminées, c'est un peu comme les cheminées de centrales nucléaires, mais ça produit pas de fumée et tu vois pas trop l'intérêt. Et le moment où tu comprends à quoi ça sert, c'est dans la scène de toute fin, lorsque tu rentres pour la première fois dans la salle des tortionnaires qui se retrouvent au centre enfin, quand tu as une victime qui est au centre de ce truc. Et tu comprends que ces cheminées, en fait, ce sont des centres de torture. Et je trouvais ça intéressant parce que, indirectement, pour moi, ça sous-entend que à l'origine, le bureau était dans le quartier ouvrier, qu'il a été déplacé, mais qu'il reste encore cette idée que cette zone, c'est une zone de torture pour les gens qui y habitent. Ouais, dans Zéro Théorème, le personnage principal, il parle au nous. Est-ce que toi, tu l'interprètes comment? Alors, c'est intéressant parce que je crois que c'est l'un des seuls trucs sur lequel je n'ai pas de théorie. Je dirais 2 éléments. Soit c'est parce qu'il se parle à lui-même pour tromper un peu sa solitude, mais j'y crois pas trop. L'autre truc que je pense, c'est que, tu sais, il a déjà eu une histoire d'amour qui s'est mal finie. Pour moi, son cœur a été brisé. En fait, il parle de nous parce qu'au final, il a été brisé en plusieurs parties. Et en retrouvant l'amour, il va être réuni à nouveau en lui-même. Mais c'est des théories que je trouve pas ouf. Je me souvenais plus si à la fin, il se mettait à parler au jeu et plus au nous. À la fin, il se met. Alors, à la toute Il se fin, met- je ne sais pas, mais vers la fin, il commence à parler au jeu parce que l'enfant Ah ouais? lui fait remarquer. Ouais, Moi, j'avais pas d'interprétation précisément, et puis Terry Gilliam, il disait que c'était un film sur la solitude, ce qui est vrai, mm, mais ça m'a fait un peu tilter, et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de...
dans la société dans laquelle ils sont jamais vraiment tous très seuls parce qu'ils sont tout le temps écoutés, ils sont tout le temps reliés par des câbles en ligne, Oui, etc. En même temps, lui, il est très seul. Et je trouve que ça, c'est aussi très pertinent par rapport à ce qu'on vit, nous, en fait, avec le numérique. C'est-à-dire qu'on est mm, dans une espèce de... On est tout le temps connecté aux gens, en fait. C'est très rare qu'on soit seul. Et, oui, et ce film-là marche très bien dans cette espèce de contemplation où tu regardes le film et tu es un peu seul avec le personnage, etc., pour se reconnecter à soi-même, dit vulgairement. Et je trouve qu'il y a ce truc-là de... Il est seul, mais en même temps, il est connecté. Et donc, il y a peut-être ce truc de... Il faut d'abord qu'il se ressente pour se reconnecter aux autres, en fait. Il faut qu'il arrive à comprendre qu'il est lui-même pour vraiment avoir des connexions. Comme nous, des fois, on n'a pas envie de sortir parce qu'on est tellement connecté aux gens par Internet qu'on a l'impression d'avoir épuisé notre énergie sociale. Enfin, moi, c'est comme ça que je sens. J'ai l'impression que j'ai épuisé mon énergie sociale avant même de l'avoir entamée et d'être toujours dans une espèce de roue comme ça où on n'arrive plus à être seul. Et en même temps, quand on est avec d'autres gens, on est un peu seul parce qu'on peut toujours aller sur nos téléphones. Et je trouve qu'il y a ce truc-là ouais, j'aime bien ta dans théorie, le je vois film. ce que tu veux dire et je l'aime pas mal. Parce qu'au final, ouais, c'est vrai que bah, quand il est isolé, il a ce nous, et quand il commence à se rapprocher, voilà quoi, il redevient jeu. Et c'est vraiment au bout d'un chemin, donc c'est vraiment un jeu de conquérant où il arrive à imposer un peu son désir. Et il y a un moment que je trouve intéressant. En fait, je pense que peut-être Zero Term me touche plus parce qu'il est plus Récent. introspectif que Brasil et récent Non, non, aussi. je pense que tu as Et raison, c'est qu'il est plus introspectif. Et il marche mieux, bah, pas parce qu'il est récent, mais il aborde différemment les thématiques de Brasil. Il est plus intelligent. Et je trouve que dans Zéro Théorème, il arrive à saisir un truc parce que dans Brésil, en fait, la question qui est. T'as pas vraiment de question qui est posée alors que tout l'enjeu de Zéro Théorème, c'est de prouver que la vie n'a pas de sens. Et je pense que ça touche plus de monde parce que tout le monde, indirectement, cherche un sens un peu à la vie. ça rejoint un peu, bah, donc c'est pas lui qui l'avait réalisé, mais Life of Brian, Hmm, où il se c'est compare. vrai. D'ailleurs, il y a un truc très chrétien aussi Oui, dans les Monty Python, Life of Brian, où justement il va suivre un peu la vie de Jésus, puis il va se retrouver crucifié, puis tu as la célèbre chanson ouais, que The tu Look peux Cat, me chanter s'il te The plaît. Bright Side of the Life. Voilà, je la changerai pas, je vais juste la rappeler. Tu peux la me meumer pour que les gens ils voient à quoi ça Mm, ressemble. mm, 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 mm. Mm, Tada, mm, 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 mm. tada, tada, tada. En fait, c'est marrant parce que dans les Monty Python, il y a toujours eu un côté absurdité de la vie, mais un côté positif dans cette absurdité qu'il n'y a pas trop dans Brasil et les Zéro mais qu'on retrouve dans Don Quijote. De ce que je voyais dans les critiques, ça me tue parce qu'à chaque fois qu'il sort un film et qu'il ne marche pas, les critiques expliquent que oui, c'est parce que c'est un film qui est compliqué d'y avoir accès. Et t'es en mode oui, mais si les gens vont voir du Terry Gilliam, il faut. Enfin, peut-être qu'ils y vont pas en sachant qu'ils vont voir du Terry Gilliam, mais ces films, ils sont un peu. C'est comme du Quentin Dupieux, tu vois. T'as t'as la barre qui est fixée à un certain endroit de base. Ouais, Quentin Dupieux, c'est plus accessible quand Quentin même. Dupieux, c'est devenu accessible. Ça a toujours été. Après, c'est un autre sujet, on pourra faire un épisode spécial Quentin Dupieux, mais peut-être réalité un peu moins accessible. Mais tu vois, Mm. enfin, Steak est accessible. C'est devenu un peu bobo cool, je trouve, Quentin Dupieux. Alors que Terry Gilliam, il garde. Enfin, même si j'adore Quentin Dupieux, je trouve que Terry Gilliam, il a toujours gardé son côté punk. Mm. D'ailleurs, je trouve que beaucoup de gens ont détesté Zero Theorem parce qu'ils s'attendaient à voir Brasil. Et d'autres ont trouvé que c'était une pâle copie de Brasil, ce qui, en fait, n'était pas du Mais tout pour moi le même film. pas à Brésil, je défendrai Zéro Théorème jusqu'à mon dernier souffle. Même si j'aime bien Ou Brasil. jusqu'à si dans 10 ans je le remate et que finalement je trouve que j'ai exagéré au niveau de l'œuvre. Tout est possible. Un des premiers plans du film, quand on voit la ville de Londres dans le futur, tu as une église de Batman, tu vois. Il y a des gens qui vénèrent Batman et tout ça. Et je trouve que première fois que je l'avais vu, c'était vraiment une blague. Et puis en fait, en le revoyant, je me rends compte que ça a du sens avec le propos du film. T'as une fois où tu vois un gosse déguisé en Batman, c'est le moment où il sort et que justement dans le sex shop va la voisine quoi. Et du coup, tu as le manager qui vient lui faire toute une tirade en mode oui, Toi tu avais la tu foi. vois, il n'y a pas de sens à la vie, mais en fait, on va choper les croyants parce que justement. Et il a une phrase, c'est nous, on vend. Bah t'as tellement attendu un sens à ta vie que ta vie est sans sens, ou ta vie n'a pas de sens. Un moment, il lui dit, mais tout ce que j'ai fait, du coup, je l'ai fait pour rien. Et il lui répond, non, c'est pas pour rien, je suis un businessman. Enfin, j'obtiens ma monnaie en ordonnant le chaos. Ah oui.
Et en gros, et ça, j'adore cette phrase, c'est en mode, la vie n'a pas de sens, mais du coup, on va en donner un, et ça revient un peu à ce truc-là de, on va créer une foi pour vendre. Donc je pense il y a beaucoup la religion dans les films de Terry Gilliam, en fait, c'est souvent très critique. Je pense que, je sais pas s'il est athée, mais à mon avis, oui. D'ailleurs, à l'intérieur, une des scènes que j'aime bien, c'est quand il essaye de stimuler ce qu'il y a à l'intérieur de son esprit, et c'est juste un putain de trou Oui. noir, et qu'il n'y a rien du tout. En D'ailleurs, fait, il est complètement ça vide. montre aussi, parce que tu sais, c'est le moment où il commence à s'ouvrir, du coup, lui, il imagine un trou noir parce qu'il n'y a pas de sens à sa vie, et toute sa vie, c'est juste un vide. Mais c'est intéressant, à la fin, justement, quand tu as le data center, et qu'il l'ouvre, bon, c'est dans sa tête, mais quand il l'ouvre, c'est un vide. Et indirectement, le travail qu'on lui demande, pour lui, c'est la même chose que sa vie au quotidien, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Vu que Zéro Théorème est pensé sur le scénario de Brasil, est-ce que tu penses que Zéro Théorème est plus un préquel ou un séquel dans l'univers dystopique de Brasil? Pour moi, les deux sont. C'est pas qu'ils sont incompatibles, mais que c'est un peu de. Les deux sont très pertinents sur certains aspects de la société, mais pas sur les mêmes. Est-ce que tu penses que Et les je les vois entreprises pas très ont compatibles. le contrôle avant le gouvernement ou est-ce que tu penses que le gouvernement Ouais, perd le contrôle au profit des entreprises? C'est ça ma question. dans tous les cas, Macron peut mener aux deux, je pense. Et là, on passe à l'outro. D'ailleurs, Brasil, il a été beaucoup comparé au procès de Orson Welles, qui est sorti en 62, qui est une adaptation de Frank Kafka, où c'est pareil, c'est une société un peu dystopique, mais très très bureaucratique, où c'est le procès d'un gars, justement, Parce que Kafka qui n'est pas coupable. était en URSS, si je me trompe pas, et que du coup, il s'est pris tout le bordel. C'est pour ça que Orwell, et Ouais, les deux indirectement sont très proches, parce que Orwell, dans le 84, La ferme des animaux, il critique beaucoup l'URSS, et Kafka, ben, tout l'enfer bureaucratique, TM, tu sais. c'était donc notre plaidoirie, que dis-je, notre Hosanna envers Zéro Théorème et Brasil, qu'on a, vous l'aurez compris, tous les deux aimé. Et Damien, bah, merci d'avoir été là. Merci Louis, en espérant qu'on se reverra pour peut-être une suite à ça. Oui, on a prévu du coup de peut-être faire une suite où on va parler plus des autres films de Terry Gilliam parce que en fait on a beaucoup de choses à dire. En tout cas, Damien, bah, je suis content d'avoir eu cette discussion avec toi. Je suis content d'avoir eu cette discussion avec toi, Louis.